Victoire du Barça qui revient à 1 point du Real Madrid et de Girone. Donc la victoire était importante, il fallait aller la chercher. Ça n'a pas été facile. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Alors c'était pas une victoire dans la douleur, on va pas partir non plus là-dedans, c'était pas un Athletic Bilbao très fou j'ai trouvé. Je m'attendais à beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'agressivité, un pressing complètement de malade mental et franchement c'était pas vraiment le cas. Mais quand même, ils nous ont quand même posé des problèmes avec Nico Williams qui essayait, voilà. Cancelo qui a quand même fait un bon match face à Nico Williams, ou Iñaki Williams, tu vois. Il y avait quelques dangers, on va dire, en première mi-temps, surtout Ter Stegen qui a sauvé pas mal d'actions. Mais c'était pas non plus un grand Bilbao, loin de là. Mais c'était encore moins un grand Barça. Donc du coup, ça a équilibré un peu les choses, les débats dans ce match. Et on a eu beaucoup de mal à se créer vraiment des occasions assez dangereuses. Même s'il y en a eu quand même en première mi-temps, il y en a eu. Mais c'est toujours ce manque d'efficacité, tu vois. C'est toujours pareil en fait, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc il y avait quand même un problème dans la construction. On avait du mal à construire vraiment depuis la défense et vraiment trouver des circuits de passe intéressants pour aller vraiment construire quelque chose. Ça s'est joué surtout sur du jeu long et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a trouvé la solution. On va parler d'Inigo Martinez qui nous a fait une masterclass, frérot. Ça m'avait posé un peu la question, on m'avait posé la question dans le live d'avant-match. Si Inigo Martinez, qu'est-ce que j'en pensais d'Inigo, tout ça, voilà. Et j'avais dit qu'il avait fait qu'un seul match, donc on pouvait pas vraiment savoir. Il avait fait un match contre le Mallorca qui était quand même assez mauvais. Peut-être qu'il était pas en jambes, j'en sais rien. En tout cas, là peut-être qu'il était surmotivé de jouer contre Bilbao, son ancien club. Mais il a fait un match assez monstrueux. Inigo Martinez, Joao Félix, c'est du top niveau. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Mais bref, on va y revenir après. Donc, on va parler un peu de la composition d'équipe. Xavi, il avait pas vraiment pas énormément de choix, on va dire. Il a décidé de mettre Baldé, même si Baldé, on l'a vu qu'il était à court de forme à la fin du match, il avait des crampes, tout ça. Mais même au bout de la 30e, je le sentais déjà fatigué. Au bout de la 30e minute, je le sentais fatigué. Il avait les mains sur les genoux déjà, alors que, bon, il avait pas... voilà, c'était que la 30e minute, frère. Donc on a senti un Baldé un peu fatigué et peut-être pas à 100% pour jouer, surtout face à des Iñaki Williams comme ça qui cavalent sur les côtés. Donc c'était compliqué. Il s'en est plutôt bien sorti. Baldé, il a fait quand même pas mal d'actions intéressantes, des appels de balles dans la profondeur, tout ça, j'ai trouvé intéressant. Je dis pas que Baldé a fait un match monstrueux, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé si mauvais, sachant qu'en plus, il était pas à 100%, il était pas hyper en forme. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Dans l'axe, donc on avait la nouveauté Inigo Martinez. Araujo avait été laissé au repos. C'est pareil, dans l'avant-match, on m'avait posé la question, comment ça se fait qu'Araujo, il n'est pas titulaire, frère? Araujo, il est revenu assez tard de sa sélection, donc il n'était pas forcément à 100%, il n'avait pas autant d'entraînement dans les pattes que les autres. Il était peut-être à court de forme, il a beaucoup joué, le voyage, tout ça, décalage horaire, et pina colada dans l'avion, j'en sais rien, peut-être, mais en tout cas, il n'était pas prêt, tu vois, à être titulaire, peut-être contre Bilbao. Xavi, on l'a vu depuis quelques matchs qu'il essaie de faire une rotation des joueurs, peu importe si le gars, ouais, Araujo, il aurait été très utile si t'as un Araujo à 100%, mais il se dit Araujo n'est pas à 100%, tant pis, je le mets sur le banc, on va mettre Christensen, Inigo Martinez, et puis voilà, il faut que ça marche, tu vois. Pareil pour Lamine Yamal, on m'a posé la question, pourquoi Lamine il joue pas? Lamine, parce qu'il joue pas, même Omar da Fonseca se posait la question, mais faites rentrer Lamine, mais oui, mais Lamine il revient de blessure, il a 16 ans, il a pas un physique très développé, il peut pas enchaîner tous les 3 jours, il s'est blessé, donc voilà, c'est pas non plus le match idéal pour faire jouer Lamine Yamal titulaire d'entrée comme ça contre Bilbao qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, j'imagine qu'il quand même il arrive à comprendre ça. Donc voilà, il y avait quelques petites rotations comme ça, Fermin Lopez titulaire, Romeu en 6, mais plutôt en double pivot avec Gundogan, et voilà, donc on va parler un peu quand même du joueur de Romeu, on va commencer par ça. On a eu beaucoup de mal. Voilà, si on a eu beaucoup de mal à construire le jeu, c'est aussi en grande partie à cause de Romeu, concrètement, parce que Romeu seul en 6, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là on a joué, franchement j'ai eu du mal à comprendre un peu le système de base, parce qu'on voyait Joao Félix qui jouait de temps en temps, en tout cas vachement dans le couloir, comme ailier gauche, et en attaque j'avais l'impression qu'il y avait personne en pointe. Numéro 9, j'ai l'impression qu'il y avait personne. Ferran Torres en début de match, il joue à droite. Fermin Lopez au milieu avec Gavi. Et j'ai l'impression que le numéro 9, le temps qu'on construise un petit peu l'action, qu'on essaie de sortir la balle, il n'y avait pas de numéro 9. Puis après, Joao Félix, il allait dans l'axe. Fermin, il allait à gauche. Il y avait un truc d'animation un peu bizarre. J'arrivais pas vraiment à visualiser le truc. Et le problème avec Romeu seul en 6, c'est que c'est trop dangereux. Concrètement, on l'a vu déjà, même en double pivot, c'est trop dangereux. Romeu fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets. Il
subit la pression, il la boit pas, lui, il a subi complètement, donc c'est très compliqué pour lui. Des sorties de balles un peu hasardeuses, même si de temps en temps il arrive à faire une passe intéressante, tout ça, mais ses contrôles sont un peu longs, tu vois, donc des fois si il se loupe un petit peu, ça peut apporter un gros danger. Des fois il a eu des pertes de balles où tu subis direct un contre. Heureusement, comme je l'ai dit, Bilbao était pas fou, parce que sinon, si c'est une grosse équipe, si tu joues en Ligue des Champions, un quart de finale ou j'en sais rien, un classico, et tu fais une perte de balle comme ça et que derrière tu peux te faire soulever, quoi. Tu te prends un but direct, c'est un peu con, quoi. Pour un numéro 6, un milieu défensif comme ça, dans une équipe comme le Barça, si ton numéro 6 ne sait pas, on va dire, exploiter les ballons, essayer de construire, poser le jeu, sortir proprement, s'il subit une énorme pression et qu'il est très hasardeux dans ses touchés de balle, dans ses poussées de balle, dans ses passes, dans tout ce qu'il fait avec le ballon, tu n'as pas ta place, logiquement. Donc j'attends toujours, voilà, on attend. Je sais pas combien de temps on va attendre que Romeu soit un peu plus régulier, tu vois. Je demande pas que Romeu il fasse du Busquets, évidemment il peut pas, mais qu'il soit pas comme ça aussi dangereux. Là il est dangereux, Romeu. C'est Lafrit qui me disait ça sur Twitter, mais je l'ai déjà dit. Romeu, il est dangereux, mais pas pour les adversaires. Il est dangereux pour nous. C'est le joueur le plus dangereux de l'équipe. Parce qu'à tout moment, il peut faire une dinguerie et ça peut nous apporter un but contre nous. Donc on a eu beaucoup de mal à construire. Vu qu'on a Romeu, comme je l'ai dit, tu peux pas jouer seul en 6. T'es obligé de mettre un double pivot. T'es obligé de mettre Gundogan, du coup, un peu plus bas. Donc Gundogan qui, normalement, est venu pour la créativité un peu proche de la surface. Gundogan était obligé d'être là pour aider à sortir les ballons. C'est quasiment lui qui sortait tous les ballons. Gundogan, il a fait des passes excellentes et tout ça aussi, même si un peu mitigé, il a loupé comme quelques petits trucs, mais Gundogan était obligé de jouer un peu plus bas, Gavi un peu plus haut, Gavi toujours aussi important, intéressant dans le pressing, tout ça. Gavi qui a pris un jaune. J'ai eu peur en fin de match, je me suis dit on a marqué. À tout moment, Gavi fait une petite faute, il va lui mettre un rouge direct, comme ça il sera absent pour le Classico. Mais non, ça va, il n'y a pas eu trop de dingueries. Donc on a vu aussi en début de match un Joao Cancelo qui était une équipe globalement qui était assez prudente. Un Baldé qui montait pas très haut, un Cancelo qui montait pas non plus très haut. On avait, je pense, un peu peur, on avait l'impression que cette équipe avait un peu peur de perdre la balle et de se faire prendre en contre. Donc ils osaient pas forcément des passes très risquées, tout ça. Un Cancelo qui osait pas trop monter. Et à un moment, on a vu à la caméra, on voit Xavi qui parle avec Cancelo. Il lui dit vas-y, monte, ose monter. Et puis juste après, Cancelo, il a commencé à un peu plus monter. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, quand Xavi lui a dit monte, vas-y, fais-toi plaisir, frérot, monte un peu plus haut, un peu de liberté, vas-y, amuse-toi. Et à partir de ce moment-là, on a vu quand même un Cancelo, du coup, un peu plus intéressant parce qu'il se proposait, il faisait des montées, des percées, des trucs en plein milieu dans l'axe du terrain. Et un Cancelo qui a fait un excellent match après. Qui a fait une première demi-heure un peu plus sur la réserve, on va dire, où il osait pas trop, tu vois. Il était plus sur l'aspect défensif, à essayer de défendre sur Nico Williams. Il a d'ailleurs bien géré Nico Williams, ce qui n'est pas non plus évident, même si Nico Williams n'est pas à 100%, qui revient de blessure aussi. C'est quand même pas évident de défendre sur un mec comme ça. Il est quand même assez rapide. Donc un bon match de la part de Cancelo défensivement en début de match, et puis après, petit à petit, offensivement, il a proposé quand même de belles choses. À un moment, il y a eu une percée milieu de terrain, enfin il a remonté tout le terrain, Cancelo, c'était magnifique. Donc un excellent match encore une fois de Cancelo, et son jumeau de prénom, Joao Félix, qui a fait un match aussi magnifique. Il manquait que le but parce que franchement, c'est toujours de là que venait un peu le danger, dans l'axe en tout cas. Quand Lamine est rentré, t'as du danger qui apportait sur les ailes, sur l'aile droite, quoi. C'est là où, de toute façon, ça s'est arrivé très rapidement. Lamine qui a commencé à faire des différences sur son côté, mais dans l'axe, on n'a pas grand monde qui fait vraiment des différences. Même si Fermin Lopez a fait un bon match dans l'ensemble, mais c'était un peu brouillon, tu vois. Des fois même, ça se marchait un petit peu dessus. Alors, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ferran Torres, Joao Félix, Fermin Lopez, ça se marchait un peu dessus, j'avais l'impression. Donc, manque peut-être un petit peu d'automatisme, mais voilà. Et Joao Félix, qui est un peu le seul comme ça dans l'axe à vraiment faire des différences, on l'a vu sur le but, c'est d'une justesse aussi, surtout son contrôle orienté qui est magnifique. Il s'emmène le ballon et direct il lance dans la profondeur Marc Diou. Donc il y a quand même beaucoup de choses à dire dans ce match. Je vais pas parler pendant 4 ans non plus, mais ce qu'on peut retenir quand même sur l'action du but, c'est Inigo Martinez qui nous fait une passe. On l'avait vu un petit peu en difficulté avec ses passes contre Mallorca, qui tentait beaucoup de passes longues. J'ai l'impression que c'est un peu sa spécialité. Inigo Martinez, je suis pas non plus un grand connaisseur d'Inigo Martinez, mais surtout jeu long. Et on l'a vu en première mi-temps, la plupart du temps, on n'arrivait pas forcément à construire des actions vraiment par du jeu court, tout ça, partir de la défense depuis la défense pour arriver, milieu, attaque, tout ça. Et souvent, on passait par Inigo Martinez, il y avait cette relation Inigo Martinez-Ferran Torres. C'est de là qu'est venue la première action sur le tir sur la barre de Joao Félix. Inigo Martinez qui
trouve un long ballon, Berbiche qui se loupe un peu dans son intervention, Ferran Torres qui avance, qui fait une belle passe je trouve à Joao Félix. Bon après il y a un faux rebond avant le tir de Joao, peut-être ça a forcément pas aidé, mais la passe est correcte, elle est en retrait, tu vois, c'est pas un centre devant le but, c'est en retrait. Joao Félix il arrive, elle à terre, il fait sa petite reprise, manque de chance, ça va sur la barre. C'est dommage parce que si t'arrives à te mettre à 1-0 là dès la première mi-temps, bah ça te met un peu plus à l'aise, tu vois, dans le match. Peut-être que ça aurait fait réagir Bilbao et tu aurais monté le niveau dans le match et ça aurait peut-être été compliqué pour nous, forcément, mais de toute façon c'est le football, c'est comme ça. Mais encore un manque un petit peu d'efficacité, manque de chance. Joao il touche souvent les poteaux, hein, c'est dommage. Il avait touché le poteau je crois dans le match avant la trêve. Là c'est la barre, c'est pas de chance pour lui parce que franchement il fait un très bon match dans le contenu, beaucoup de différences, des gestes techniques, un nombre de fautes incalculables sur Joao qui sont en plus pour la plupart du temps pas sifflés. Alors je comprends pas trop le délire avec Joao parce que on va pas dire que l'arbitre n'a pas sifflé les fautes, mais les fautes sur Joao Félix c'est abusé. Franchement il se faisait pousser, plaquer au sol, machin, c'était sifflé une fois sur 5 quoi. C'est assez spécial, je comprends pas le traitement. C'est peut-être le fameux traitement des joueurs qui sont assez techniques et qui ont tendance à subir beaucoup de fautes. Des fois peut-être ils en rajoutent, ils sont un peu connus pour ça. On avait ce problème là avec Neymar aussi qui était souvent tendance à tomber un peu, donc forcément l'arbitre il disait non il doit simuler encore. Mais des fois quand tu vois le joueur quand même pousser Joao Félix comme ça et qui est propulsé en arrière et qui tombe par terre, enfin je veux dire je vois pas comment tu peux simuler non plus, on te fait projeter comme ça en arrière, enfin, c'est un peu spécial mais bon. Pas grave. Donc en première mi-temps, comme je disais, je reviens, je vais un peu dans tous les sens. Inigo Martinez, cette relation Inigo Martinez-Ferran. Et puis en deuxième mi-temps, toujours, hein, là, ça vient de la lumière est venue d'Inigo Martinez. Donc c'est pour ça que je souligne vraiment le match d'Inigo Martinez qui a fait déjà une masterclass en termes de défense déjà. Vraiment très agressif comme il faut. Il a fait un sauvetage monumental, mais il y avait hors-jeu d'Iñaki Williams, mais il a fait un sauvetage monumental, un tacle et il revient de nulle part. Ça c'était beau. Et puis voilà, ses interventions défensives, son jeu de tête, tout ça c'était assez intéressant. Et puis après son jeu de passe, son jeu long, à l'intérieur du jeu comme ça il n'y a pas beaucoup de place, il fait une passe qui casse au moins 2 lignes facile pour Joao Félix qui attend, et Joao Félix il s'emmène le ballon dans la course comme ça, c'est magnifique, ça t'apporte direct de la vitesse, tu vois. Au lieu de tu reçois le ballon, tu fais un contrôle, tu vois, t'es dos au but, tu fais un contrôle vers tes propres buts et après tu te retournes. Non, là c'est vraiment un contrôle orienté, c'est peut-être la base, tu vois, mais en tout cas c'est pas forcément évident parce que la passe elle est forte, à terre, il peut y avoir des faux rebonds, tout ça, mais direct contrôle orienté qui te met face au jeu et qui te fait direct, tu prends de vitesse les adversaires qui te marquent quoi. Et puis Mark Diu t'était rentré et quoi, 23 secondes après il marque son but. Ça c'est pour l'histoire aussi. Je suis très content, je suis un peu déçu que Joao Félix n'ait pas marqué son petit but, forcément pour récompenser son match, mais le but de Mark Diu est vraiment très satisfaisant parce que déjà il y en a très peu qui connaissent peut-être le joueur. Pour ceux qui le connaissent, voilà, ils connaissent un peu ses qualités, tout ça. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain, il donne sa vie. Il est rentré 20 minutes, il était rouge sang tellement qu'il cavalait dans tous les sens. Et là, la joie sur son visage, tout ça, un jeune comme ça, il a 17 ans. Oui, on dirait pas quand tu vois, il est aussi costaud que Carrejo, le type, mais il a 17 ans quoi. 17 ans, il rentre au bout de 23 secondes, il libère le Barça, il marque un vrai but de buteur quoi. Il part à la limite du hors-jeu, il arrive face au goal, il ouvre son pied, voilà, un peu de chance, mais ça rentre. Ça, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est un but de vrai numéro 9 de vrai buteur, tu vois. Alors que le gars, il est 17 ans, il arrive, c'est son premier match, quoi. Premier match, il rentre au bout de 23 secondes, c'est fou, l'histoire est assez folle, c'est magnifique. Alors beaucoup, forcément, vont le hyper maintenant, ça y est, Mark Diu, c'est un monstre, le futur Ronaldo R9, tu sais, non, calmons-nous un petit peu. Mais voilà, ça me fait penser parce que j'ai eu cette discussion-là, je crois, dans des lives où je crois qu'il y avait un abonné qui me disait que Mark Diu, il avait aucun talent, c'était un joueur assez lourd. Alors frérot, si tu regardes cette vidéo, ben voilà ce que Mark Diu il apporte. Alors certes, il a un physique, il est très athlétique, il est très grand, il fait 1m87, un truc comme ça, alors que bon, le gars il a pas fini de grandir peut-être, j'espère que si au bout d'un moment. Et voilà, il apporte toute son énergie, sa puissance aussi. Certes, peut-être qu'il est lourd, c'est pas un Lionel Messi, c'est pas un Neymar, le type, c'est un numéro 9. Regardez Harry Kane, c'est quelqu'un de lourd, mais ça n'empêche pas de marquer des buts. Là, Mark Diu il arrive, il part à la limite du hors-jeu, il se retrouve face au goal, qu'est-ce qu'il fait? Sans froid, le mec a 17 ans, il a 17 ans, il y a 0-0, tu rentres à la fin de match, en tant qu'attaquant, peu importe l'âge que t'as, tu dois faire la différence, on va dire. Et il l'a fait. Et voir la joie comme ça sur son visage, les joueurs comme ça qui le félicitent même en fin de match, après le match, Cancelo qui va le voir, qui le félicite, très content pour lui, tout ça, c'est voir tous les jeunes aussi, Unai Hernandez qui a pas pu rentrer, Fermin Lopez, tous les jeunes qui ont joué un petit peu aussi avec ce gars qui le connaissent de la Masia, tout ça, venir le voir et le féliciter, et tout ça, c'est magnifique.
magnifique. C'est une belle récompense pour le joueur, qui est un bosseur dans les équipes de jeunes, et peut-être qu'on reverra un peu plus le joueur dans le futur, j'en sais rien. C'est rien, évidemment, quand Lewandowski sera de retour, il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu pour les jeunes non plus. Mais voilà, il fallait être là, c'est ça le truc en fait. On n'a personne sur le banc, tu appelles un jeune et tu es obligé de faire confiance, de faire rentrer ce jeune-là parce que t'as des joueurs qui tirent la langue sur le terrain, qui sont un peu fatigués, tout ça. Tu fais rentrer un gars, tu te dis bon bah voilà, tu t'es obligé, je fais rentrer ce jeune, on verra bien. Et il rentre, il répond présent direct. C'est fou, c'est magnifique. Tout simplement, on va finir là-dessus. On se retrouve demain les amis pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.